Bonjour Julien Pelletier, vous êtes spécialiste du Japon médiéval, et en particulier donc sur la figure du samouraï auquel vous avez consacré un nouvel ouvrage, une autre histoire du samouraï, le guerrier japonais entre ombre et lumière. Entre ombre et lumière, c'est-à-dire pourquoi le rôle et la fonction du samouraï n'a pas toujours été la même en fonction des périodes? Ah non, elle a beaucoup évolué et ce que j'espère avoir réussi à travers cet ouvrage, c'est de montrer ce visage un peu protéiforme qui a évolué au fil du temps et puis aussi le ramener un petit peu à son humanité. Alors non pas le déboulonner de son piédestal, c'est, même si la vogue se poursuit un peu à droite à gauche, néanmoins l'idée c'est de le ramener un petit peu à son humanité, à une dimension un peu plus proche de nous, de désidéaliser cette figure. À son humanité, ça veut dire que ce n'est pas le guerrier viril tel que on le présente chez nous en Occident? Ça dépend ce que l'idée de virilité recouvre dans votre esprit. Sans doute pas nécessairement la même au Japon, où le rapport à la sexualité n'est pas tout à fait le même que le nôtre, n'est pas codifié par les mêmes règles, n'est pas régi par les mêmes valeurs. Mais oui, il y a cette idée de le ramener à une dimension plus humaine, oui. Alors nous, on voit là les images que l'on a l'habitude de voir sur les estampes, notamment aussi celle justement d'une cuirasse, enfin de tout un ornement qui représente le samouraï. Ça veut dire que ce sont les traits essentiels. Voilà, ce costume que l'on voit là, c'est ce qui fait de lui ce guerrier japonais. C'est ce qui fait de lui ce guerrier emblématique effectivement du Japon durant tout le premier Moyen-Âge japonais, c'est-à-dire la période des guerres civiles prises au sens large, et puis à compter d'une grande charnière en 1600, vraiment au tout début du XVIIe siècle, eh bien, le Japon bascule dans un autre paradigme. Désormais, les guerres civiles sont terminées, et le samouraï le guerrier qui trône vraiment au sommet de la pyramide sociale, doit réinventer, relégitimer son hégémonie. Désormais, il devient un fonctionnaire armé qui ne livrera plus bataille, raison pour laquelle il doit repenser et redonner un sens à sa domination. Si l'on met ça sur une ligne du temps, on remonte la figure du samouraï à quelle époque et à quelle époque il s'achève? C'est quoi? C'est une caste en fait, être samouraï? Pas tout à fait. Pendant très longtemps, c'est une catégorie sociale relativement poreuse qui voit quand même des individus issus des classes les plus populaires se hisser jusqu'à un certain niveau de pouvoir, parfois même au sommet du pouvoir. C'est le cas pour les grands réunificateurs du pays à la fin du XVIe siècle. Mais cette catégorie, oui, elle va varier au fil du temps. On ne peut pas vraiment parler de caste, sauf effectivement durant la période Edo, qui est la dernière période de domination des samouraïs, donc qui commence, on l'a dit, donc au début du XVIIe siècle et qui va se terminer au milieu du XIXe siècle. Donc c'est vraiment une aventure très très longue. Et là, effectivement, une hérédité, un caractère héréditaire se met en place avec une transmission et on commence à voir effectivement se former une caste. Est-ce qu'aujourd'hui les élites japonaises proviennent de cette caste, je continue de l'appeler comme ça, guerrière ou pas? Certaines d'entre elles, oui, on voit régulièrement des noms de famille associés aux grands clans guerriers, au générique de grandes fictions ou grandes émissions de télévision. Dans l'industrie aussi, un certain nombre de grandes entreprises japonaises sont issues de cette transformation qui a eu lieu à la fin du 19e siècle et qui a vu l'apparition de grands conglomérats qui parfois avaient été fondés par des familles de guerriers. Et que représente encore le samouraï dans l'imaginaire? On parle de notre imaginaire, mais dans l'imaginaire du peuple japonais? Je pense qu'il a une image assez complexe, sans doute désormais beaucoup plus apaisée qu'elle ne le fut par le passé. Il faut quand même se rappeler que durant la préparation à la Seconde Guerre mondiale et à l'issue du grand conflit, la figure du samouraï est quand même associée au nationalisme, voire au militarisme, à tel point d'ailleurs que les autorités américaines veulent complètement en extirper la culture populaire japonaise. Désormais, je pense que c'est devenu presque un emblème et un instrument de marketing. Parfois, l'équipe de rugby japonaise, je crois, est surnommée les samouraïs. L'équipe de foot, en tout cas, est surnommée ainsi. Donc, c'est vraiment devenu, c'est étroitement accolé à l'imaginaire collectif. Mais est-ce que question peut-être anodine, mais nos enfants, nous, s'habillent en chevalier de l'époque médiévale quand il doit se déguiser. Est-ce que le petit japonais se déguise encore en samouraï, par exemple? Oui, c'est un personnage très populaire. Effectivement, il n'est pas du tout rare lors des fêtes populaires de voir les jeunes enfants, les jeunes garçons se déguiser en guerrier. Et vous comprenez l'influence que ça a encore dans la pop culture aujourd'hui? On voit ça énormément dans le cinéma, dans les mangas, n'en parlons pas, dans les jeux vidéo aussi. Ça ne vous surprend pas aujourd'hui? Non, ça ne me surprend pas parce que c'est autour du personnage se déploie
fois un imaginaire, un graphisme tellement puissant, avec justement cette armure dont on a parlé, ces couleurs, ce masque, ces armes emblématiques. C'est pas très étonnant qu'il est marqué de son empreinte l'imaginaire collectif et qu'encore aujourd'hui, il soit largement instrumentalisé. Merci beaucoup Julien Pelletier d'être venu donc pour nous parler des samouraïs. C'est nettement plus complexe dans votre ouvrage.